Chers amis, avez-vous remarqué l'omniprésence dans les informations courantes concernant notamment notre sujet submergent qu'est l'épidémie de coronavirus? Donc l'omniprésence des chiffres, des courbes, des pics, ou bien même de la significativité statistique, vous savez, les cohortes sur lesquelles on fait des tests. En fait, ce sont des mots qui sont présents, mais ce qui me frappe moi, c'est qu'en pratique, bien, ces courbes, ces pics, on ne les voit jamais. Bonjour, je suis Didier Chambaretto, je prépare et j'accompagne les prises de parole décisives d'un certain nombre d'intervenants au moment décisif, précisément. Dans cette vidéo, je vais vous parler, dans la suite de ce que j'ai fait la précédente fois, d'une peur, mais d'une peur particulière, une peur qu'il va vous falloir quelquefois apprivoiser, notamment lorsque vous avez des chiffres à présenter. Je vais vous parler de la peur de l'exponentiel. Alors je vous propose d'y aller doucement. Nous allons commencer par un conte. Oui, un conte. Je vous ai dit déjà qu'il était important de savoir raconter des histoires à certains moments. On peut raconter des histoires autour des chiffres. En fait, ce sera un conte et une histoire autour de ce conte. Ce sera suivi par une réflexion sur le bon usage des courbes mathématiques et des chiffres. Et oui, c'est possible de les utiliser. Et puis parce que peut-être que le coronavirus finira un jour par s'éloigner, j'en profiterai pour parler d'un peu autre chose. Je vous parlerai aussi de bouquins au passage. Il était une fois en Inde, dans l'antique province de Taligana, un roi qui se nommait Yadava et qui passait désespéré ses journées à se morfondre et à revivre la bataille pourtant victorieuse pendant laquelle son fils unique avait fait le sacrifice de sa vie. Ses conseillers ne savaient pas quoi faire pour le distraire. Or un jour, se présenta au palais un jeune brahmane du nom de Laur Sessa, qui avait inventé un jeu extraordinaire qui permettait de retracer, on dirait aujourd'hui de simuler, nombre de batailles et de situations nouvelles, et l'on raconte que c'est l'origine même du jeu d'échecs. Et ce jeu enchanta le roi, qui retrouva goût à la vie. Pour remercier Sessa, le roi lui proposa de choisir lui-même sa récompense. Le roi était immensément riche, et la récompense pouvait être aussi fastueuse qu'il voulait. Et à la surprise de tout le monde, Laur Sessa proposa ceci. Majesté, dit-il, demandez à l'un de vos conseillers de prendre l'échiquier et de placer sur la première case une graine de blé. Dans la deuxième, 2 grains de blé. Dans la troisième, 4 grains de blé. Et ainsi de suite jusqu'à la 64e en doublant à chaque fois. Le roi et sa cour s'amusèrent fort de cette bizarrerie et de cette modestie. Dans certaines variantes de l'histoire, on dit même que cela fâcha le roi. Mais ce qu'ont compris très vite, notamment tous les mathématiciens et les comptables de la cour, eh bien c'est que jamais on ne pourrait arriver à avoir assez de récoltes de blé dans tout le royaume, voire sur toute la planète, pour arriver à faire que le roi puisse tenir sa promesse. Alors cette histoire fort classique, pour ma part, je l'ai découverte dans le livre que voici, et qui va s'afficher en français à côté de moi. C'est l'histoire de l'homme qui calculait, et qui est présenté comme et c'est sans doute un conte tout à fait classique de l'époque du Moyen-Âge persan, par un auteur qui se nomme Malbatahan. En fait, c'est
un pseudo pour un auteur brésilien qui s'appelait en réalité Julio César de Melo et Souza, qui était un professeur de mathématiques qui en avait marre de la manière sadique dont on enseignait les mathématiques aux enfants. Je ne suis pas sûr qu'on ait tellement progressé d'ailleurs. Alors, ce livre est classique, il a été publié pour la première fois en 1938 et il a remporté beaucoup de succès, de même que le conte lui-même qui est relaté sous différentes formes et qui est très connu par différentes personnes qui ont à voir avec les chiffres, notamment les mathématiciens. Oui, ça leur permet d'introduire par exemple la notion de suite géométrique, de courbe exponentielle, de logarithme, que sais-je. Ce sujet m'intéresse parce qu'il nous démontre qu'il existe un véritable vertige dès qu'il s'agit de se représenter l'accélération. Je me suis aussi intéressé à cette idée, à ce conte-là, parce qu'il a été relaté par un autre auteur beaucoup plus récent avec qui je suis en relation, qui est mathématicien, et donc j'ai lu l'année dernière ce livre qui s'appelle justement La peur exponentielle. Et le conte que je viens de vous relater est le point de départ de sa démonstration. Il nous y parle de cette peur contemporaine qui nous prend dès qu'il s'agit d'envisager les conséquences d'une croissance accélérée qui inévitablement nous envoie dans le mur de nos limites. Et ceci s'applique à pas mal de sujets, et en particulier le nôtre actuellement, celui de la pandémie. Cette idée de peur exponentielle, on la retrouve dans beaucoup de sujets. Et il y a derrière la peur de manquer. Et oui, quand on atteint nos ressources, nous manquons. J'en vais parler de cela dans la dernière vidéo. On retrouve ça dans l'épidémie. Il y a la peur de se faire avoir. Et oui, c'était un sacré gredin, ce Lahure, c'est ça. Finalement, il a piégé le roi. Il aurait pu devenir l'homme le plus riche du monde en collectionnant la totalité des ressources de la planète. Tiens, ça fait penser un peu à ce que font certains financiers. Non, enfin bon, c'est pas mon sujet, bien entendu. Mais vous voyez, on trouve là des éléments contemporains assez intéressants qui philosophiquement se cachent derrière tout ça. Mais on va rester aujourd'hui sur la partie purement liée à l'expression d'une idée complexe, chiffrée. Alors quand on affiche cette courbe ici, vous avez effectivement l'expression d'une exponentielle. Alors vous avez les points qui correspondent au nombre de nouveaux cas chaque jour en Chine, et puis vous avez une courbe rouge avec son équation qui est une courbe exponentielle. Alors, le problème, c'est cette seconde courbe, parce que si à partir des premiers points, on prolonge la courbe exponentielle, on s'aperçoit qu'effectivement, elle prend de la hauteur, et nous prenons du vertige. Là, vous voyez, cette fois, la photo du directeur général de la santé, Jérôme Salomé, vous avez certainement vu dans les médias, qui présente les chiffres d'évolution de l'épidémie de manière très froide, très rigoureuse. Néanmoins, lorsque le 16 mars, il a été interviewé à France Inter et que toutes les chaînes ont repris, il a trouvé, lui, une idée pour nous expliquer en quoi la situation était dramatique. Il s'agissait de constater que l'épidémie doublait tous les 3 jours. Ça nous donne une idée de la vitesse de propagation de l'épidémie et de l'accélération de celle-ci. Et ça fait peur. Et j'ai voulu vérifier si c'était vraiment un doublement tous les 3 jours. Alors, je suis allé chercher les chiffres des premiers jours, des premiers constats de nombre de cas, et puis j'ai doublé tous les 3 jours. Ça vous donne cette courbe exponentielle en orange ici sur mon schéma. Vous voyez qu'en plus, elle est en dessous de la courbe des chiffres réels, puisque quand on continue à saisir les chiffres jour par jour, on s'aperçoit effectivement que la courbe est exponentielle, mais elle est au-dessus et elle monte plus vite. Donc, nous sommes foutus. Eh bien non, nous ne sommes pas foutus. Je suis retourné sur le blog de Benoît Rittaud, qui a continué à faire des analyses de courbes sur les chiffres de l'épidémie en Chine. Et la courbe que vous voyez là maintenant, à côté de moi, montre en vert les chiffres réels. Alors je signale tout de suite qu'il y a un changement de méthode statistique en cours de route qui fait cette espèce de décrochage bizarre.
Et puis vous avez en orange, vous avez toujours la courbe exponentielle. Et vous voyez que très rapidement, la courbe réelle s'éloigne de l'exponentielle et puis n'est plus du tout une courbe exponentielle, mais bel et bien une courbe en S. Cette fameuse courbe en S qui ressemble beaucoup à ce que l'on observe de données anthropologiques, sociologiques ou même marketing. Moi, cette courbe, elle m'a beaucoup fait penser à la courbe de cycle de vie d'un produit. Vous savez, à un début, personne ne sait que le produit existe, et puis il croît très très fortement, et puis il sature le marché, il est concurrencé, et puis il finit par décroître. Vous voyez, c'est ça, c'est une courbe en S. Alors la courbe en S que Benoît Ritaud a calculée, il l'appelle logistique. C'est-à-dire que pour lui, elle dépend beaucoup de la logistique de l'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez d'apports environnementaux, donc de malades dans notre cas, pour que l'accélération se poursuive. Et bien sûr que non. C'est comme si vous pédalez à fond à vélo face au vent, où très vite vous allez atteindre une limite, même vous allez vous fatiguer, vous allez vous arrêter. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe, qu'on espère qu'il va se passer avec la pandémie. Et la courbe que calcule Benoît Ritaud, cette courbe logistique, appelle-t-il, eh bien, vous voyez qu'elle correspond strictement à la réalité des points bleus, là, figurés par un bar chart. Et sa courbe enveloppe n'est pas du tout une courbe exponentielle, mais c'est ce qu'il appelle donc logistique. Et on voit bien qu'elle correspond à la réalité. Donc, ce n'a pas été caché, d'ailleurs c'est ce que les spécialistes de la santé nous ont expliqué, ils attendent le moment où la courbe va s'aplatir. Moi je pense qu'on n'en est pas loin, et je vous montrerai des éléments la prochaine fois allant de ce sens. Puisque nous parlons de courbes, je voudrais vous présenter celle-ci. Alors, si les autres n'ont pas été beaucoup commentées, elles ont été au moins évoquées, celle-ci elle n'a pas été présentée dans la grande presse. Il s'agit de la cohorte de patients traité par le professeur Raoult et son équipe à Marseille. Il y avait 80 personnes. Les barres sont le nombre de gens qui sont encore malades après un certain nombre de jours du traitement. Vous savez, la chloroquine et l'azithromycine. Voilà. Donc on voit qu'au bout de 14 jours, eh bien, pratiquement, il n'y a plus de malades dans ce service-là. Alors, je sais et je suis d'accord que cet échantillon n'est pas suffisant statistiquement, mais on voit quand même que là, il y a une courbe qui donne espoir, et je vous en présenterai une autre la prochaine fois, qui montre que cela se confirme. D'autre part, il est vrai que nous ne sommes pas là dans le cadre d'une étude scientifique, puisqu'il n'y a pas de double aveugle. Il n'y a pas de patients placebo, si vous voulez, avec qui on pourrait comparer l'évolution de la maladie. Donc, je maintiens qu'il y a un certain pouvoir pédagogique de nos courbes et de nos chiffres, si l'on sait bien les expliquer ou raconter une histoire autour d'elles. Donc, dans le cas de notre épidémie et des débats qui ont commencé à avoir lieu autour du choix des traitements ou pas, il y a des biais, nos biais de perception, nos biais intellectuels, et je voulais vous en signaler un, ce biais de notre compréhension, de notre mauvaise compréhension de l'exponentiel, parce que l'exponentiel, bien, ça n'existe pas dans la nature, en tout cas pas dans ce que nous percevons habituellement, ce qui fait que nous avons du mal à nous le représenter, et ça peut créer des peurs et des distorsions lorsqu'il s'agit de choisir, de faire un choix dans l'urgence. Alors, l'histoire dira, les chercheurs en sciences sociales, sans doute sans s'intéresser à ça, diront si l'excessive rigueur scientifique, d'ailleurs nécessaire rigueur scientifique, voire l'excessive prudence oratoire d'un certain nombre de nos communicants, et des actions qui ont découlé de leur communication, auront même été jusqu'à peut-être handicaper le traitement de l'épidémie, c'est pas à moi de le dire. En revanche, je trouve que l'on a mal communiqué autour des chiffres eux-mêmes, qui sont l'occasion finalement de commentaires qui me semblent intéressants. Et pourquoi supposer que le public ne comprendrait pas? Elles ne sont finalement pas si compliquées, ces courbes et ces chiffres. Et c'est pour ça que j'irai un peu plus loin la prochaine fois. Donc, je m'adresse aux orateurs qui un jour sortiront de leur confinement et qui auront des sujets importants à préparer.
eh bien n'ayez pas peur des maths. Et puis en plus, peut-être que vous avez remarqué, mais dans Excel, vous avez de bonnes fonctions statistiques qui peuvent vous aider à tracer des courbes de régression et à rendre un graphique intéressant. Alors il ne faut certainement pas bombarder votre public de courbes dans tous les sens, mais une ou deux bien choisies, avec quelques éléments de commentaires appropriés, et surtout sans faire dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas. Je pense que ce sont d'excellents supports de présentation ou de prise de parole, si le message s'y prête, bien sûr. On me demande souvent, faut-il faire des slides? Eh bien là, dans ce cas-là, je pense que certains slides pourraient ou auraient pu être très utiles pour que notre peur de l'exponentielle ne devienne pas une exponentielle de la peur. Mais et vous, dans votre domaine, est-ce que vous utilisez des chiffres, des courbes? Alors la prochaine fois, j'ai l'intention de poursuivre dans cette veine-là, de vous montrer quelques chiffres, de vous raconter une histoire de chiffres d'ailleurs, d'un auteur que j'ai découvert, qui est un intervenant TEDx, qui est passionnant, et je vous présenterai son bouquin. Ce sera enfin pour moi l'occasion de vous expliquer davantage précisément ce qu'est cette notion d'affordance que j'ai abordée plusieurs fois, mais que je n'ai pas définie. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas d'abord à revenir, à faire des commentaires, à vous abonner, et puis à cliquer sur les petits pouces qui sont en dessous de l'écran. À très bientôt.